Ce soir, on va donc parler d'émotion, cerveau et apprentissage. J'aime bien faire le lien entre ces trois notions-là. Je l'aborde vraiment sous l'angle de la communication et de la relation. Je suis accompagnante en parentalité et pour les professionnels, mais je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas neuroscientifique. Donc, bien que ce sujet du cerveau me passionne, je ne vais pas aller creuser dans le détail sur des notions extrêmement techniques de manière à ce que ça reste abordable pour tout un chacun, y compris pour moi. La première chose que nous a dit Gervais Sirois quand on était en formation, c'était ça. Le cerveau humain ne fait qu'une chose, il l'apprend. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant, puisque on parle de difficultés d'apprentissage, on parle de problèmes liés aux apprentissages, et pourtant, c'est vraiment la première fonction du cerveau. Le cerveau apprend en permanence, et pas seulement à l'école. Le cerveau apprend de tout ce qu'il capte par ses sens, et toute occasion, finalement, est une occasion d'apprentissage. Et donc, la principale fonction du cerveau, c'est finalement d'apprendre 24 heures sur 24. Cela dit, le cerveau humain a aussi cette capacité d'être un fabuleux détecteur de menaces. Avant d'apprendre, il détecte les menaces. Et c'est peut-être ça qui, des fois, nous pose un petit peu problème dans les relations. Alors, pourquoi le cerveau humain est un fabuleux détecteur de menaces ? Eh bien parce que son rôle, c'est de nous maintenir en vie. C'est notre survie. Et comme tous les mammifères, c'est notre cerveau qui va nous permettre justement de scanner en permanence notre environnement et de détecter les menaces. Parce que s'il y a menace, il va avoir une réaction tout à fait particulière pour nous tenir en vie. Alors le truc avec le cerveau, c'est que finalement, des menaces, non pas qu'il en voit un peu partout, il sélectionne. En revanche, il ne va pas faire la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire. A priori, une araignée n'est pas dangereuse, et pourtant on peut avoir peur des araignées, comme quoi notre cerveau est aussi capable de transformer une situation pas forcément menaçante en situation menaçante. Donc, ok, il détecte les menaces, et puis des fois, il nous fait aussi un petit peu des surprises. Alors, il va s'agir pour nous de comprendre, dans un premier lieu, comment fonctionne notre cerveau et comment, justement, il va détecter ces menaces. Alors, je vous ai mis là quelque chose de très schématique. Je pense que notre cerveau, en vrai, ne ressemble pas tout à fait à ça. On a ici, sur ce schéma, on a les trois parties du cerveau. En bas, la partie qui avec la flèche bleue, qui est le cerveau reptilien. Juste au-dessus, on a le cerveau limbique, donc qui est la partie arrondie au-dessus. Et puis encore au-dessus, on a ce qu'on appelle le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est lui justement qui scanne en permanence là, et qui a un bon petit détecteur de menaces intégré. Lui, il est responsable de notre survie, il est responsable de nos fonctions vitales, il est responsable de nos réflexes. C'est vraiment là où se joue notre rapport à la vie et au danger. Ce cerveau reptilien, on le partage avec les autres mammifères. Il a un fonctionnement extrêmement rapide et, j'allais dire, primaire. On va garder ce terme-là. Au-dessus du cerveau reptilien, il y a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, c'est la partie au-dessus, là, arrondie. Dans ce cerveau-là, essentiellement pour nous, pour ce soir, on va se rappeler que c'est le cerveau des émotions et aussi le cerveau, la partie du cerveau qui va nous servir à mémoriser. Donc dans les apprentissages, ça va avoir un rôle assez important. Et puis au-dessus, donc ce qui est fléché en jaune, il y a ce qu'on appelle le néocortex.
Et le néocortex, chez nous les êtres humains, c'est cette partie-là qui est particulièrement développée. Et c'est dans cette partie-là du cerveau qu'on va pouvoir réfléchir, qu'on va pouvoir trouver une solution à un problème, une solution adaptée. C'est cette partie-là, donc on va pouvoir avoir une délibération. Vous avez aussi identification des patterns. Les patterns, ce sont les concepts globaux. C'est aussi le cerveau de mon jugement et de ma réflexion. En fait, donc c'est toute la connaissance, c'est toute notre intelligence aussi qui est là, le siècle des Lumières, tout ça. Et donc ce cerveau-là, cette partie-là du cerveau est vraiment spécifique. La manière dont elle est développée est vraiment spécifique à nous, êtres humains. Alors j'aime bien utiliser, pour parler du cerveau, j'aime bien utiliser la main. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette représentation du cerveau dans la main. Donc si j'utilisais ma main pour représenter le cerveau, on pourrait dire que le cerveau est comme ça, main fermée. Ici, le pouce là, on va dire que c'est le cerveau reptilien. La partie charnue de la main, ici, le cerveau limbique. Et puis par-dessus, qui recouvre, on a le néocortex. Et ce soir, on va parler des émotions. Et il y a une chose qui est vraiment très importante à savoir, c'est que le cerveau va réagir de manière assez radicale aux émotions. On va voir les conséquences que ça va avoir. Je vous ai mis ici un document issu de la formation donc, de Gervais Sirois et Sylvie Dubé, qui explique que voilà, finalement, le cerveau a une priorité de traitement des informations. Comme je vous l'ai dit, notre cerveau reptilien scanne en permanence le contexte pour voir s'il y a des menaces. Et donc, c'est vraiment la première chose qu'il traite, c'est est-ce qu'il y a menace ou pas menace, avec cette variante menace imaginaire ou menace réelle. En second, le cerveau traite ce qu'on appelle les émotions toxiques, les émotions fortes, qui vont aussi avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. Et c'est seulement en troisième qu'il va traiter les nouveaux apprentissages. Et ça va vraiment nous intéresser, de savoir que finalement, le cerveau fait cette sorte de travail de tri avant de pouvoir intégrer des apprentissages. Alors, comment ça se passe? On a parlé du cerveau avec la main tout à l'heure. Quand le cerveau, en fait, détecte une menace, il y a une partie, je vais revenir à mon schéma précédent, il y a une partie dans le cerveau, au niveau du cerveau limbique, qui s'appelle l'amygdale, qui est toute petite. Et pourtant, elle a un rôle capital, puisque elle va, quand une menace va être détectée, elle va s'enflammer, au sens propre. Donc, grossir, rougir, et ainsi couper la communication dans le cerveau. Pourquoi? Parce que quand une menace est détectée, il faut que ce soit le cerveau reptilien qui réagisse. Parce que lui, il réagit vite, et il réagit avec des moyens, alors certes, qui sont contestables, mais c'est ce qui va nous maintenir en vie. L'attaque, la fuite, ou en tout cas des réactions comme ça, réflexes. C'est quand même bien utile, puisque si vous traversez la route et qu'il y a une voiture, c'est votre reptilien qui va vous faire reculer. Vous n'allez pas réfléchir, ah oui, tiens, il y a une voiture qui passe, donc là, il va falloir que je recule, sans quoi je vais me faire écraser. Non, vous allez le faire, c'est par réflexe. Et ça, c'est le reptilien qui marche. Et pourquoi, en fait, à ce moment-là, il a pris les commandes? Justement parce que l'amygdale a bloqué le circuit. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre cerveau, là, qui est en mode normal. Je suis là, je me promène. Et puis, tout à coup, menace. Et l'amygdale, elle va faire quoi? Elle va faire, en quelque sorte, disjoncter le cortex pour pas que ce soit la fonction réflexion qui se mette en place, mais bien la fonction réflexe. Et donc, alors c'est très bien quand il s'agit de notre survie, effectivement, qu'il y a un réel danger, mais ça va être la même chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des émotions toxiques, ça va être la même chose. C'est-à-dire que
émotion toxique, le cerveau, il décroche. Alors, le truc, c'est que quand on parle d'émotion toxique, ça va être une émotion forte, une émotion comme la peur, une émotion comme la colère, ces émotions-là qui vont agir vraiment de manière à faire enfler l'amygdale et déconnecter le cerveau. Je dis vraiment déconnecter le cerveau parce que le problème, c'est que quand je suis comme ça, je ne vais pas pouvoir réfléchir. Et ça me paraît vraiment important d'avoir cette information-là, que le cerveau, quand il traite une menace ou quand il traite une peur, il déconnecte. Donc je ne peux pas à la fois avoir peur et réfléchir. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous fait l'expérience d'un moment où on est vraiment très en colère. Quand on est en colère, en général, on ne réfléchit pas. Et souvent, les décisions qu'on prend dans ces moments-là ne sont pas forcément les plus judicieuses à long terme. Bon, il y en a certaines. La colère, en même temps, on va en reparler. C'est une émotion aussi qui a vraiment son utilité. Moi, personnellement, je m'en sers énormément pour me mettre en action. En fait, c'est pas que je m'en sers, c'est qu'elle se sert de moi. On va avancer là-dessus. Parce que des fois, quand on est très en colère, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Et ça nous permet de nous mettre en action vers autre chose. Alors, les menaces, les émotions toxiques, etc. Oui, mais comment ça se manifeste quand on est petit? Et en particulier, comment ça se manifeste à la maison ou à l'école? Alors, ça se manifeste par plusieurs choses. Et j'avoue qu'il y a encore quelques années, on n'était pas très sensible au fait d'associer la menace à des choses qui nous paraissaient ordinaires. Par exemple, les punitions. Une punition, ça n'a jamais tué personne. Sauf qu'une punition, ça génère une émotion. Ça vous est arrivé d'être puni, vous? Ouais. En général, comment on se sent quand on est puni? On se sent pas très bien, on se sent parfois très en colère, on se sent parfois très triste, on se sent parfois replié sur soi. En tout cas, ce n'est pas des moments où on va réfléchir. Toi, tu es puni, tu vas aller au coin, tu vas réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Ben si, je sais pourquoi. À cause de ça. Parce que quand je suis punie, c'est vraiment l'émotion qui va prendre le dessus. Et en fait, je ne vais pas pouvoir aller réfléchir. Et le cerveau va traiter la perspective de la punition comme une menace. Donc, menace, déconnexion du cerveau. La peur, bien sûr, fait partie de ce que le cerveau va considérer comme une menace. Et finalement, il y a des fois, on a des toutes petites peurs. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'avais un petit peu peur, là, avant de démarrer. Et j'ai remarqué que quand j'avais peur, je réfléchissais beaucoup moins bien. Donc, je me suis dit, bon, ok, respire. Comme ça, tu pourras réfléchir. Mais dans la peur, effectivement, on ne réfléchit pas bien. Dans les menaces, il y a quelque chose dont on parle de plus en plus maintenant, qui sont les menaces verbales. Simplement, une insulte. Par exemple, non mais toi, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais là, si tu fais pas un petit effort. Ça, c'est de la menace verbale. Alors, ça n'a pas l'air comme ça. On se dit, oui, c'est bon, moi aussi j'ai entendu ça quand j'étais à l'école et j'en suis pas mort. C'est vrai que biologiquement, on n'en est pas mort. Par contre, il y a une petite partie de nous qui meurt à chaque fois. Et on va voir que réellement, dans notre cerveau, on va voir ça tout à l'heure, que les menaces, en fait, affectent le fonctionnement cérébral. Dans les menaces, il y a aussi la dévalorisation. De dévaloriser un enfant, de le ridiculiser ou de le dévaloriser par rapport à quelqu'un d'autre. Le cerveau va aussi enregistrer cette information-là comme une menace. Et puis, il y a toutes les situations de stress. Donc ici, si on considère que le stress, c'est la sensation de perte de contrôle sur l'environnement, ce qui me paraît une définition quand même pas trop mal. Enfin, en tout cas, c'est celle que je garde pour ce soir. Ce qui va me créer du stress, ça peut être la surprise.
Alors, ça ne concerne pas nos tout-petits à la maternelle, bien que parfois, le fait de ne pas être installé dans une routine et qu'il y ait un événement nouveau ou un changement inattendu, ça va pouvoir être vécu comme une surprise et du coup déclencher du stress et hop. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. La pression, tout ce qui est pression, va faire tes devoirs, dépêche-toi, le fameux dépêche-toi. En fait, j'aimerais demander aux parents du monde entier d'arrêter à leurs enfants de dire dépêche-toi. Je ne sais pas si ça vous le fait. Si quand vous dites à vos enfants dépêche-toi, si vous voyez, alors il y en a qui font tchuc. Et puis là, mais allez, dépêche-toi, tu vois bien ce qu'il reste à faire. Ben non, en fait, je ne vois plus rien parce que j'ai déconnecté depuis que tu m'as dit dépêche-toi avec toute ta colère. Et puis des fois, au contraire, les enfants sont désordonnés, ils font n'importe quoi. C'est pareil. Et avant, on pensait que, enfin, il me semble en tout cas que il y avait pas mal de personnes dans la génération d'avant qui pensaient qu'en comparant les enfants et en leur disant « mais regarde, lui, tu vois bien qu'il fait beaucoup mieux que toi », et ben ça allait nous motiver pour faire aussi bien. Et il semblerait qu'en fait, à cause de ça, à cause du fait que dans ce moment-là, du coup, je ne vais pas réfléchir, mais que c'est mon émotion, éventuellement ma tristesse, ma déception ou ma colère qui va prendre le dessus, et que du coup, je ne vais pas forcément m'améliorer. Donc on sait aujourd'hui que les comparaisons, malheureusement, n'ont pas l'effet voulu et génèrent en général plus de stress que de progrès. Alors, ça ne veut pas dire, quand je parle de stress, ici, je vais parler de stress intense et de stress répété. Le stress a une bonne dose. Pour nous, en tout cas adultes, et pour les adolescents, ça va être générateur d'action. Et c'est important aussi de le dire, je ne condamne pas toutes les formes de stress. Même pour les enfants, je dirais d'âge primaire, des fois un petit coup de stress et hop, je me mets en route. Chez les enfants d'âge maternel, c'est rarement le cas. Le stress chez les enfants d'âge de la maternelle, ça les fait juste s'arrêter et ça les empêche de réfléchir. On va voir que c'est aussi une question de maturation des cerveaux. Et puis dans les autres formes de stress, j'ai mis aussi donc le rythme, alors le fameux dépêche-toi, mais le rythme, ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre. Personnellement, j'ai vu des enfants stressés à l'école, parce que le rythme n'allait pas assez vite. Ça peut générer des colères, de l'anxiété, tout un tas de choses. Et puis parfois ça va trop vite, ou parfois un petit dépêche-toi le matin, et puis un autre le midi, et puis un autre l'après-midi, et puis encore 2 autres le soir. Et là aussi, ça va me générer du stress. Et puis enfin, le bruit peut être aussi générateur de stress. Alors je sais que, oui, forcément, dans une classe de 30, c'est pas facile, et qu'il y a forcément du bruit. Et bien sûr, et c'est normal. Après, il y a des enfants qui vont être plus ou moins sensibles à ce bruit-là, et il y a certains enfants chez qui ça va pouvoir générer du stress. Alors, il est important quand même de noter qu'un cerveau d'enfant ne va pas réagir de la même façon qu'un cerveau adulte, notamment aux menaces et au stress. On va avancer par là. On va d'abord se concentrer sur les petits, sur nos petits d'âge maternel, parce que les petits, contrairement à nous, sont vraiment enfin, c'est pas contrairement à nous, mais disons qu'ils sont dans une phase de construction cérébrale qui n'a rien à voir avec un cerveau adulte. Et c'est ce processus-là de construction cérébrale qui va nous permettre de comprendre qu'il y a vraiment un enjeu sur cet âge de la maternelle. Il y a vraiment un enjeu de notre comportement et de ce qu'on va générer, en fait, notamment au niveau des émotions pour les enfants. Alors, je vous ai mis ici quelques explications un petit peu techniques, histoire que ceux qui en aient envie soient nourris de ce côté-là.
Et en particulier, je voudrais vous parler de cette structure au niveau du cerveau limbique qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, donc, c'est une partie de notre cerveau dans laquelle, effectivement, on va mémoriser. Alors, la mémoire pour les apprentissages, c'est quand même extrêmement important. Or, le stress, chez les enfants, a un impact tout à fait notable sur cette partie-là du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, à tel point qu'un stress intense et répété va créer des lésions au niveau de cette partie-là du cerveau. Quand je dis lésions, ça veut dire que, on le voit aujourd'hui avec des IRM, si on regarde le cerveau de personnes qui ont été particulièrement stressées, intensément, il y a carrément des parties au niveau de l'hippocampe qui sont noires, c'est-à-dire où il n'y a pas de matière grise, mais où il y a juste du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire que c'est comme si on pouvait dire que le cerveau n'a pas poussé, qu'il n'a pas pris le volume qu'il pouvait prendre parce qu'il a été empêché par le stress. Dans cette partie-là, l'hippocampe, non seulement ça va travailler sur la mémorisation, mais aussi sur l'attention et la concentration. C'est vrai que vu de l'extérieur, en même temps, on peut bien le comprendre. Si je suis stressée, je vais avoir du mal à me concentrer. Mais au-delà de l'instant, de ce qui se passe sur l'instant, vraiment j'insiste sur ce fait que le stress répété va vraiment provoquer des lésions. Donc ne va pas permettre au cerveau de se construire harmonieusement. Il faut préciser à ce moment-là que le cerveau des petits, le cerveau de nos petits maternels, est beaucoup plus sensible au stress, beaucoup plus sensible aussi aux émotions, parce qu'il est en construction. Il est en construction et du coup, il ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre. Le cerveau d'un tout petit, il est de manière prédominante, il fonctionne de manière prédominante avec le cerveau reptilien. D'ailleurs, je pense que vous l'avez observé au quotidien avec des tout petits, les colères sont nombreuses et vraiment très nombreuses. Elles ne sont pas toujours faciles à canaliser. Quand on a un tout petit qui est en colère, pour le calmer, ce n'est pas forcément facile. Le cerveau des petits est en construction, il ne fonctionne pas comme nous, pour la simple raison que, alors on dit de ce cerveau des petits qu'il n'est pas encore mature, notamment pour ce qui concerne la partie du cortex, toute la partie du haut. Alors, pas mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on voit bien qu'un cerveau de petit n'a pas les mêmes fonctionnalités que le nôtre. Pas mature, ça veut dire simplement que quand l'enfant naît, vous pouvez vous représenter son cerveau comme une sorte de forêt vierge, dans laquelle finalement il y aurait plein de connexions partout, mais que ces connexions seraient désordonnées, qu'elles n'auraient pas encore une fonction à être efficace. C'est comme un foisonnement de connexions, et petit à petit, au fur et à mesure que le cerveau va maturer, les connexions vont se renforcer. C'est-à-dire, alors les connexions synaptiques, c'est deux neurones qui se connectent et il y a un courant électrique qui passe, qui va véhiculer l'information. Et ces trajets-là, ces connexions synaptiques, au départ donc, sont foisonnantes mais désordonnées. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que ce cerveau va apprendre, les connexions vont se spécialiser et elles vont se renforcer. C'est-à-dire que vous avez deux neurones qui vont se connecter là, l'information va passer et puis elle va repasser une deuxième fois, une troisième fois et comme ça des milliers de fois. Et du coup, vous pouvez imaginer ça comme donc vous partez de la forêt vierge. Au départ, la forêt vierge c'est impénétrable. C'est le bazar, il y en a partout. Si par contre vous commencez à vous frayer un chemin à l'image de cette connexion synaptique, ben vous allez vous frayer un chemin, au début ça va être à la machette un petit peu, et puis plus vous allez le prendre, plus il va être viable, plus il va s'élargir, et puis peut-être qu'à un moment ça sera une route plus large, même peut-être un jour une autoroute, je ne le souhaite pas dans la forêt vierge, mais vous voyez que plus je vais emprunter ce chemin, et plus il va s'élargir, et plus il va être carrossable.
Dans le cerveau, c'est pareil. Les connexions en fait, qui se font à l'intérieur du cerveau des enfants vont se renforcer petit à petit qu'elles vont servir. Et on voit que le cerveau, dans son évolution, finalement, se spécialise parce que justement, ces connexions sont utilisées, encore utilisées, encore utilisées, et que du coup, chacun va aller développer certaines compétences spécifiques dans son cerveau. Donc, quand les enfants sont tout petits, c'est encore un terrain, voilà, j'aime bien cette image de forêt vierge parce que c'est aussi encore vierge de ce qui va se passer. Et c'est là aussi où nous, on a un rôle extrêmement important parce que la façon dont on va entrer en relation et en communication avec les enfants va impacter sur ce développement de connexion cérébrale. Comme je vous l'ai dit, le cerveau est particulièrement sensible aux menaces et au stress, et le cerveau du tout petit est bien plus sensible encore que le nôtre au stress et aux menaces. Comme il est en construction et que ces chemins ne sont pas encore vraiment viables, la moindre émotion, hop, va faire déconnecter le cortex. Et déconnecter le cortex, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la connexion s'interrompt. Et c'est au contraire quand la connexion va rester, qu'elle va se consolider, que hop, le cortex va pouvoir rester connecté. C'est vraiment une histoire de connexion. Vous pouvez imaginer ça comme une connexion entre le cerveau du bas et le cerveau du haut. Et donc cette connexion, au départ, chez les tout petits, elle est fragile. Donc les petits, ils disjonctent tout le temps. C'est pour ça les grosses colères, c'est pour ça ce qu'on appelle les caprices, qui en fait, si on regarde bien, ils n'ont aucune intention de nous contrarier, les tout petits. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont complètement submergés par leurs émotions. C'est-à-dire que leur circuit n'étant pas encore vraiment opérationnel, ils n'ont aucun contrôle sur leurs émotions. Ils sont comme terrassés. C'est un tsunami émotionnel. Donc, quand ils sont tout petits, avant l'âge de la maternelle, ils vont gérer aucune émotion, mais vraiment aucune. À partir de 3-4 ans, ils vont commencer de temps en temps à pouvoir se calmer d'une très grosse émotion. Mais la plupart du temps, ils ne vont pas y arriver. Parce que ça se travaille, parce que c'est un apprentissage. On se dit, oui, lire et apprendre, c'est un apprentissage. Et bien, gérer ses émotions, c'est aussi un apprentissage. Et c'est important, je trouve, d'avoir cette idée en tête, parce que si c'est un apprentissage, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'apprenne. Bien que les enfants sont capables d'apprendre tout un tas de choses tout seuls, mais apprendre à gérer son émotion, ça demande l'accompagnement d'un adulte. C'est pas toujours facile d'accompagner une émotion. On va aller voir aussi que, pour nous aussi, des fois, on disjoncte facilement quand les enfants vivent comme ça des émotions fortes. Donc, chez le tout petit, cette sensibilité vraiment là du cerveau va faire qu'il va être particulièrement perméable aux agressions, telles que les menaces et le stress dont je vous ai parlé. Et il y a un certain nombre de parties du cerveau qui vont être réellement endommagées par le stress et les menaces. Donc le cortex préfrontal, une partie du cortex, là, toute cette partie-là qui est devant, et ce cortex préfrontal fait de nous des humains éthiques, responsables et empathiques. Donc quand il y a lésion de ces parties-là, ça veut dire que ce sont ces caractéristiques possibles de notre cerveau qui vont être diminuées. Le stress aussi altère l'amygdale. On a vu tout à l'heure, l'amygdale, c'est cette petite partie qui fait disjoncter le cerveau. Et le stress, en fait, va générer plus d'inflammation plus régulière, donc une sorte d'hyperstimulation comme ça de l'amygdale, d'où des comportements de violence incontrôlés et d'anxiété qui vont être plus importants.
Le stress aussi peut endommager le circuit de la vision, ce qui est quand même un petit peu embêtant quand on est en plein d'apprentissage et qu'on a besoin, par exemple, de reconnaître les mots, de reconnaître les personnes. Et puis le stress peut aussi endommager le corps calleux. Alors le corps calleux, c'est une partie là entre les deux hémisphères, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Mais dans notre cerveau, vous savez, on parle des fois d'hémisphère droit, enfin on parle d'hémisphère droit, hémisphère gauche. Ça ne concerne que la partie du dessus, le cortex. Les autres parties, cerveau limbique et cerveau reptilien, ils ne sont pas coupés en deux. Il n'y a que le cortex qui est vraiment en deux hémisphères. Et la jonction entre les deux hémisphères, ça s'appelle le corps calleux. Et il a une fonction vraiment très très importante parce que c'est lui qui permet de faire communiquer les deux hémisphères. Et quand il y a des lésions du corps calleux qui peuvent être aussi générées par le stress, la conséquence, c'est que ça peut faire baisser le QI, même si le QI n'est pas forcément la chose la plus importante de la vie. Ça nous montre quand même que ça a un effet sur les compétences intellectuelles que le cerveau va pouvoir développer. Et puis, les paroles blessantes, donc la dévalorisation dont on parlait tout à l'heure, ça peut aussi endommager des circuits neuronaux qui participent à la compréhension du langage. J'ai tenu à vous faire cette liste un petit peu exhaustive, qui est donc extraite du livre de Catherine Guéguen, pour comprendre que ce n'est pas anodin. En fait, le stress, les menaces, ce n'est pas simplement une blessure de l'estime de soi, ce n'est pas simplement ma confiance en moi qui va effectivement en pâtir, c'est réellement le développement de mon cerveau. Et je trouve qu'une fois qu'on a pris ça en considération, peut-être que ça peut aussi nous montrer les choses un petit peu autrement. On a vu les facteurs qui vont faire que le cerveau disjoncte et ne fonctionne pas forcément normalement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est bien beau de se dire tout ça, mais il ne s'agit pas de partir en étant complètement déprimé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, adultes, accompagnants, éducateurs, enseignants, parents, pour contribuer à un bon fonctionnement du cerveau? J'ai mis en fait finalement un fonctionnement normal. Et ça me paraît aussi, enfin pour moi ça a été quelque chose de comprendre ça, que finalement notre cerveau, dans des conditions normales, je ne sais pas si vous vous imaginez le potentiel qu'il a, mais c'est juste incroyable. Quand on permet à des enfants de vivre dans un contexte émotionnellement je dirais équilibré, je ne vais pas dire calme, on n'est pas non plus chez les bisounours. Les enfants ont un développement cérébral qui est juste impressionnant. Alors, ce qui va contribuer fortement à ce fonctionnement normal du cerveau, c'est la qualité de la relation à l'adulte. Quand même, on a une sacrée responsabilité. Dans cette qualité de relation, je vais parler donc de ce rapport de confiance. Vraiment, c'est la relation de confiance que je vais pouvoir établir avec les enfants. Je vais parler en premier de l'empathie. C'est mon sujet préféré. J'en parle tout le temps. De l'empathie et des émotions. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette notion d'empathie, il va nous falloir en premier, et ça c'est fondamental, vous savez, hein, je vois devant des personnes qui sont venues en atelier, je leur dis toujours la même chose, et donc je le dis encore. Il va nous falloir distinguer la personne, c'est-à-dire l'enfant, son émotion et son action. Si je n'arrive pas à distinguer ces trois choses-là, ben finalement je vais tout embrouiller. Je vais penser que mon enfant est maladroit, ou que mon enfant est colérique. C'est-à-dire, en fait, hop, j'ai rejoint soit son action et sa personne, soit son émotion et sa personne. Donc, pour pouvoir avancer dans cette compréhension, c'est vraiment fondamental de distinguer la personne qui mérite toujours le respect. Je dirais même que si ce sont vos enfants, ils méritent l'amour inconditionnel.
facile à dire, pas facile à faire tous les jours. L'émotion, l'émotion, elle est toujours légitime. Comme je vous l'ai dit, les enfants, les tout petits, ne sont absolument pas responsables de leurs émotions, mais ils sont submergés. Il n'y a pas que les enfants. Si nous, par exemple, on vit une très très grosse colère, mais vraiment, hein, le truc qui vous met en colère, c'est insupportable. Est-ce que je peux vous dire là comme ça, vas-y arrête d'être en colère, là stop, ça suffit? Non, ça marche pas. Du coup, l'émotion, elle est là, elle est là. Donc en cela, elle est légitime puisque elle est là. Et puis l'action. L'action, ça va être la conséquence de mon émotion. Et cette action-là, par contre, elle n'est pas toujours acceptable. Donc nous, quand on va vouloir exercer notre autorité, et ça n'est pas un gros mot, avec les enfants, c'est sur les actions qu'on va travailler. C'est ni sur la personne, ni sur les émotions. Alors, les émotions, c'est quoi? J'aime bien cette image, il y en a qui la connaissent déjà aussi, que j'ai repris de vice-versa, merci. Je vous en ai rajouté une, là, bien que ce soit une émotion sociale, je vous ai rajouté la honte, parce que ça me paraissait intéressant. Alors, les émotions, ici, on a 5 des principales émotions. Joie, presque énervante, tellement elle est toujours joyeuse. Tristesse, dégoût, colère et peur. Ce qui m'intéresse avec les émotions, c'est de regarder qu'est-ce que c'est finalement et comment ça se manifeste. Alors, par exemple, la tristesse. Que ce soit la tristesse, la joie, la peur ou la colère ou le dégoût, ce sont des choses qui arrivent de manière rapide, de manière inopinée. En général, alors une colère, on la sent monter, hein, des fois. Mais des fois, elle arrive comme ça de manière rapide. Je vais distinguer du coup l'émotion et le sentiment étant quelque chose de plus dans la longueur et de plus intellectuel aussi. Une émotion, c'est vraiment dans le corps. Par exemple, si vous avez peur, on sent vraiment le corps comme ça est pétrifié, ou alors on s'en va, on a des réflexes, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, un ressenti. Ça a un impact sur pas mal de choses, l'émotion. Ça va avoir un impact sur la température de notre corps, ça va avoir un impact sur notre couleur, ça va avoir un impact sur notre rythme cardiaque. Par exemple, la colère. Quelle couleur on est quand on est en colère? En général, on est plutôt rouge et on chauffe. Mais la colère, comme toutes les émotions, elle a une fonction. Alors j'aime bien reprendre la proposition de Sylvie Hazebrouck, dont je vous reparlerai tout à l'heure, avec qui on avait partagé une conférence l'année dernière. Sylvie Hazebrouck a dit on a chacun notre espace comme ça, notre espace personnel, qui est notre zone de respect. Et à partir du moment où quelqu'un pénètre dans ma zone de respect, ça me met en colère. Il y a des gens qui sont très territoriaux, et par exemple, quelqu'un rentre dans votre jardin, c'est totalement insupportable, ça vous met en colère, c'est la zone de respect. Et puis des fois, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous le fait, des gens qui vous parlent un peu trop près, qui pour vous parler, ils viennent là comme ça, puis ça vous met en colère. C'est bon. T'es dans ma zone là. Et finalement, la colère, elle a une fonction. Quand on regarde la colère, c'est quoi? Je deviens tout rouge. Et ce truc-là, du fait que je deviens tout rouge, c'est un afflux de sang vers les extrémités. Et ça sert à quoi? Ça sert à repousser. Ça sert à repousser une situation qui ne nous convient pas. Du coup, parfois, on peut même transformer cette énergie-là en action. La tristesse, à quoi ça sert la tristesse? Mais la tristesse, des fois, ça sert à s'intérioriser. Comme la joie, comme la colère, elle a des signes corporels, baisse de la température, on va plutôt se rentrer vers l'intérieur.
Et la tristesse, voilà, elle va nous servir à aller s'intérioriser et puis parfois à aller se mettre en lien avec quelqu'un pour pouvoir se faire réconforter. La peur, on en a parlé déjà tout à l'heure, la peur, elle sert à fuir le danger, réel ou imaginaire. Le dégoût aussi, ça nous sert à quelque chose, ça nous sert tout simplement à ne pas s'empoisonner. C'est quand même très utile. Et la joie, finalement, elle nous sert à quoi ? La joie, elle nous sert à aller vers les autres. Elle nous sert à s'ouvrir. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Et donc, la joie, ça nous sert vraiment à communiquer, à aller vers les autres. Je vous ai rajouté la honte et du coup, pendant assez longtemps, je me suis dit, mais à quoi ça sert la honte ? Et puis, il n'y a pas très longtemps, en conférence, il y a une dame qui m'a dit, pour moi, la honte, ça sert à savoir où j'en suis de mon estime de moi. Mais j'ai trouvé ça pas mal comme réponse. Alors, donc, avec son accord, je vous cite cette dame. J'aime bien ce truc-là, de se dire, tiens, où j'en suis avec ma timidité, où j'en suis avec ma confiance en moi, qu'est-ce que j'ose pas. Donc finalement, les émotions, elles ont comme ça pour chacune, là je vous fais que les principales, hein, mais chacune des émotions a un sens. L'émotion, elle vient me dire quelque chose, en fait. Elle vient frapper là, à la porte de ma tête pour me dire « Hé, regarde, il y a un truc qui se passe là, il faudrait que tu le regardes. » L'émotion, donc, elles ont chacune une spécificité, mais elles ont aussi un rôle plus global, plus général. Nos tout-petits, là, regardez un tout-petit à la naissance. Il a quoi pour communiquer avec nous ? Des pleurs, des cris, au bout d'un moment, un sourire qui est un sourire social, au début en tout cas. C'est la manifestation de ces émotions qui va faire qu'on va pouvoir rentrer en communication. S'il ne manifestait rien du tout, on ne pourrait pas savoir est-ce qu'il a besoin de quelque chose ou est-ce qu'il a besoin de rien. Donc l'émotion, elle nous sert à communiquer. Et pas seulement quand on est petit, quand on est grand également. Vous croisez quelqu'un dans la rue, en fonction de ce qu'affiche son visage, de la posture de son corps, de certaines caractéristiques physiques, manifestations physiques, vous allez pouvoir savoir dans quel état émotionnel il se trouve. Donc ça nous sert à communiquer finalement les uns avec les autres. Et puis les émotions, j'ai envie de dire, c'est notre caractéristique d'être humain. Que vous soyez cadre supérieur, enseignante, balayeur, documentaliste, caméraman ou conférencier ou je ne sais quoi, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez, quelle que soit votre situation, dans votre vie, vous avez eu peur, vous avez été en colère, vous avez ressenti de la joie, vous avez ressenti du dégoût, vous avez ressenti de la tristesse. Donc ces émotions-là, c'est ce qui nous met en lien entre êtres humains. Finalement, c'est là où on est tous d'accord. Donc ça a une utilité et surtout, voilà, c'est cette spécificité de nous, êtres humains. Alors quand je dis à un petit enfant, ça suffit maintenant ta colère, là, ça suffit, là tu vas dans le coin, t'es puni, je suis en train de lui dire, ne ressens pas ou arrête de ressentir ce qui fait de toi un humain. Vu comme ça, on voit les choses un petit peu différemment. Donc nous, notre objectif, finalement, en tant qu'accompagnant de ces jeunes enfants, ça va être, alors c'est moi qui ai dessiné, les émotions, je l'ai dit tout à l'heure, ça prend tout le corps. Il y a des manifestations physiques, il y a la température qui change, le rythme cardiaque qui peut s'accélérer ou diminuer. En tout cas, l'émotion, elle est envahissante, et encore plus pour les petits enfants. Nous, notre objectif, ça va être de repasser à une situation normale. Quand on a effectivement un enfant qui vit une très grosse émotion, comment est-ce qu'on fait pour qu'il revienne, que l'émotion reprenne sa place d'émotion
non envahissante, et qui puisse à nouveau faire fonctionner son cerveau, autrement dit, reconnecter. Alors, il y a plein de façons de le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà quand on est grand, c'est pas toujours facile de contrôler ses émotions, mais quand on est petit, en fait, c'est carrément impossible. Donc, à nous d'accompagner vraiment les enfants pour que le plus souvent possible, ils puissent comme ça reconnecter avec leur cerveau. Et plus on va le faire souvent avec eux, plus on va les aider à retrouver leurs moyens cérébraux. Et c'est comme un entraînement, c'est vraiment comme un entraînement. Plus on va être là pour les accompagner, et plus vite, au bout d'un moment, ils pourront le faire seuls. Sachant qu'un enfant tout à fait normal et bien accompagné dans ses émotions, il n'y arrivera pas complètement avant 6-7 ans. C'est important ça me paraît en tout cas important d'avoir cette notion-là que c'est un apprentissage et c'est normal qu'ils ne le fassent pas tout seuls avant cet âge-là. De temps en temps, ils le font. Voilà, entre 4 et 7 ans, il y a des moments, hop, ils y arrivent. Et c'est tant mieux, c'est en train de se mettre en route. Mais on ne peut pas demander à un enfant de 4 ans de gérer son émotion tout seul. Donc pour l'accompagner, alors, il y a plein de choses pour accompagner une émotion. Moi, je vais parler plutôt de ce qui est de notre posture, de relation et de communication, vu que c'est mon domaine. Et donc pour accompagner cette émotion, ce qui marche pas trop mal, c'est l'empathie. Alors l'empathie, ça peut prendre plein de formes différentes.